All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Court of... Juge président, bonjour tout le monde. Madame le greffier d'audience voulait bien appeler l'affaire. Bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. C'est la situation en République centrafricaine 2. Dans l'affaire, le procureur contre Alfred Rambo Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona. Référence de l'affaire ICC 0114 01 18. Et nous sommes en audience publique. Président, merci. Les parties, s'il vous plaît. Madame Straven, bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour, madame le témoin. Caroline Heimer, Yacine Mosfa, Rico Van Der Poel et moi-même, madame Straven. Merci. Madame Rabé-Sandra Tana, s'il vous plaît. Monsieur le Président, messieurs de la Chambre, bonjour messieurs de la Défense et de l'Accusation. Pour les RLV, monsieur Merwan Neifa et moi-même, Elisabeth Rabé-Sandra Tana. Président. Merci. Deuxième victime. Good morning, Mr. President. Bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Les anciens enfants soldats sont représentés par moi-même, madame Akezi. Merci. Merci, madame Maître Dimitri. Good morning. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour, madame le témoin. Et bonjour à tous. Monsieur Yekatom est présent dans le prétoire. Il est représenté aujourd'hui par monsieur Florent Pagette-Grani, Dorian Huette, Laurence Horta-de-la-Berge et moi-même, Mylène Dimitri. Président, merci. Maître Knops. Maître Knops, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges, bonjour à tous. Notre équipe de défense se compose aujourd'hui de madame Marie-Hélène Proux, madame Thierina, madame Lida Taki et madame Sorensa Bokaya. Et monsieur Ngaïsona est ici également. Juge président, merci. Et puis, depuis la Chambre, moi-même, je vous souhaite, madame Sampapanza, la bienvenue. Bonjour. Président, alors, ne vous inquiétez pas, suite à la fin de l'audience d'hier, je parlais d'un autre témoin et pas de vous, hein, et de la programmation. Ça ne vous touche pas du tout. Vraiment, je voulais que ce soit bien clair. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien vu votre réaction, bien entendu, et je voulais juste dissiper ces doutes. Votre interrogatoire sera achevé demain, sûrement, mais au plus tard, début semaine prochaine. Merci. Maître Proux, contre-interrogatoire, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Maître Proux, merci, monsieur le président. Madame Samba-Panza, bonjour. Vous m'entendez bien? Je vous entends. Alors, madame, on s'est rencontrés, bien sûr, lors de la rencontre de courtoisie ce lundi, mais je me présente à nouveau. Mon nom est Marie-Hélène Proux. Je suis une des avocates dans l'équipe de défense de monsieur Ngaïsona. Et je vais commencer aujourd'hui l'interrogatoire de notre équipe. J'en aurai pour, je pense, moins de 2 sessions, mais après, je passerai la parole au conseil principal, Maître Knops, pour terminer l'interrogatoire. Alors maintenant, vous avez l'habitude, donc je m'abstiendrai de faire de longues remarques, mais vous savez qu'on doit parler lentement et faire des pauses entre les questions et les réponses. Et je le dis pour vous, mais surtout pour moi, hein, parce que c'est souvent les avocats qui vont trop vite. Et si jamais, à un moment ou un autre, je vous posais une question qui n'est pas claire, alors n'hésitez pas à me le dire et je vais reformuler. Ça vous convient, madame? Tout à fait. Tout à fait. Madame, avant que l'audience n'ouvre,
on vous a vu feuilleter des annexes à votre déclaration. Est-ce que vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur certaines choses, madame? J'ai pratiquement pas feuilleté d'annexes, hein. On me les a mis à disposition, mais je répondais de mémoire. Mais je les ai là, au cas où. Mais sinon, j'essaye de faire appel à ma mémoire qui n'est pas toujours fidèle. Mais voilà. Mais s'il y a des documents sur lesquels il faut intervenir, je n'hésiterai pas. Mais il y a tellement de documents qu'on a mis à ma disposition que j'ai pas le temps de les feuilleter. Alors, je comprends tout à fait. C'est vrai qu'on a énormément de documents, mais je vais vous... Miss... Juge président, maître. Alors, c'est un peu habituel, hein? Et vous parlez d'attendre son tour pour parler, mais justement, il faut que vous attendiez aussi que l'interprétation soit achevée. Merci. Voilà, madame, c'est exactement ce que je disais. C'était surtout pour moi, ce rappel, et je viens déjà d'avoir un carton jaune. Bon, on va commencer. Je voudrais vous ramener entre mars 2013 et janvier 2014, donc au moment où la Seleka et Michel Djotodia étaient au pouvoir en Centrafrique. Alors vous en avez déjà parlé un mardi dans votre témoignage, donc je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez dit. Et vous avez bien décrit l'ampleur des exactions commises par la Seleka à l'époque, non seulement avant la prise de pouvoir, mais aussi après la prise de pouvoir. Et dans votre déclaration, c'est à l'onglet 20 dans le classeur de la Chambre, à 2107 0732 à la page 0749, vous spécifiez que la Seleka visait les non-musulmans. Alors c'est bien exact? C'est cela, c'est ce que j'ai dit. Alors, plusieurs témoins qui sont venus ici au cours du procès nous ont dit qu'encore plus spécifiquement que les non-musulmans, les Seleka visaient particulièrement les Gbaya et les gens soupçonnés d'être proches de l'ancien président Bozizé. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et madame, est-ce que c'est vrai que au 4e arrondissement, dans Boyrab en particulier, il y a une grande concentration de Gbaya et de gens soupçonnés d'être proches de François Bozizé? Une grande concentration de... Je n'ai pas écouté la suite. Aucun problème, je vais répéter. Je vous suggérais que dans Boyrab, il y a beaucoup de Gbaya et de gens qui sont réputés être proches de François Bozizé. Je suis d'accord. Alors hier, pendant votre interrogatoire par Madame la procureure, vous avez discuté d'une attaque des Seleka sur le quartier Boyrab que la procureure a située à peu près en août 2013. Mais est-ce que vous êtes d'accord, madame, que Boyrab a été régulièrement attaqué par la Seleka pendant leur passage au pouvoir? Oui, je le confirme. Dans votre déclaration, et je fais encore référence à l'onglet 20 du classeur de la Chambre, et plus précisément à la page 0753, vous avez expliqué qu'à l'entrée des Seleka le 5 décembre, vous étiez en France
et que ce jour-là, c'était la première fois que vous entendiez parler des anti-Balaka. C'est bien exact? C'est ce que j'ai dit, mais j'avais plus souvenance, mais j'ai entendu parler des anti-Balaka avant, quand j'étais maire de Bangui, mais en groupe organisé comme ça, oui. C'est le 5 décembre où j'ai pris conscience de l'existence du groupe en tant que mouvement organisé. Président, pardon, dans la transcription anglaise, on a traduit Séléka, mais évidemment, ce qui a été dit, c'est anti-Balaka, n'est-ce pas? Je voulais juste préciser la chose pour que ce soit corrigé immédiatement dans la transcription. Merci. Maître Proulx, je vous en prie, poursuivez. D'accord. Dans votre déclaration, quand vous parlez de ces événements, d'une attaque en particulier sur Boïrab, c'est à l'onglet 31. À la page 2107-1028 et plus spécifiquement 1035. Vous dites que l'attaque des Séléka avait probablement été menée parce que les Séléka pensaient que les anti-Balaka commettaient des représailles contre la population musulmane et qu'ils avaient beaucoup d'armes à Boïrab. Madame, est-ce qu'on peut s'entendre qu'avant le 5 décembre 2013, les anti-Balaka n'étaient pas présents et actifs à commettre des représailles dans Boïrab? Parce qu'en tant que maire de Bangui, vous l'auriez su. Vous êtes d'accord? Je ne pense pas. Mais la Séléka pensait que la population habitant Boïrab, étant pro-Bozizé et menant certainement de la résistance et des attaques, ils ont pensé qu'ils étaient également très armés, qu'il fallait les désarmer. Et pendant que j'étais maire, il y a une descente de la Séléka à Boïrab pour désarmer des éléments armés dans Boïrab, et j'ai dû intervenir, j'ai dû descendre sur le terrain pour apporter assistance aux populations. On a eu des petits problèmes de connexion et j'ai raté des informations dans votre réponse, mais je voudrais juste reposer une question pour être sûre que j'ai bien compris. On est d'accord que vous n'aviez jamais entendu parler d'attaque ou de représailles anti-Balaka dans la ville de Bangui avant le 5 décembre 2013? Oui, j'ai jamais entendu parler d'attaque en tant que telle. Donc, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit hier. C'est dans la transcription en real-time en français. Donc, T250 à la page 4. Madame la procureure vous a montré un message de paix que vous aviez lancé sur les ondes après une attaque de Boïrab. Et dans ce message de paix, vous mentionnez spécifiquement des violences commises par les anti-Balaka. Madame la procureure vous a suggéré que ça datait d'août 2013. Mais on est d'accord qu'en août 2013, vous n'aviez pas encore entendu parler de violences anti-Balaka dans Boïrab. Et donc, est-ce que j'ai raison de penser que votre message a dû être lancé un peu plus tard?
C'est possible. Je n'ai pas la mémoire des dates exactes. Il y a eu beaucoup d'événements. Je peux me prendre les pieds dans les dates. C'est possible. C'est pas un problème, madame. On fait tous des erreurs quand les événements remontent à autant d'années. C'est tout à fait normal. Dans votre déclaration, et c'est encore à l'onglet 21, à la page 0757, vous avez dit qu'à votre retour à Bangui après l'attaque du 5, donc dans les jours qui ont suivi l'attaque, les Séléka tiraient sur tout ce qui bougeait. Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Il y avait beaucoup de représailles. Et Madame Samba-Panza, est-ce que j'ai raison qu'après des mois de violence par les Séléka contre la population chrétienne, contre les non-musulmans, il y a une grande colère qui s'est créée dans la population civile? Est-ce que vous êtes d'accord? Je le confirme. Je vous remercie. Je passe maintenant à votre arrivée à la présidence de la Centrafrique. Madame, une fois votre arrivée à la présidence, les crimes des Séléka n'ont pas cessé. Est-ce que j'ai raison? Les crimes de Séléka n'ont pas? Ils n'ont pas cessé. J'ai pas bien compris. Ils n'ont pas cessé. Les Séléka ont continué à commettre des crimes. Vous êtes d'accord? Les crimes de Séléka, des Séléka, oui, n'ont pas cessé. Et est-ce que vous confirmez que les crimes étaient toujours de la même nature, hein? C'est-à-dire on parle de meurtre, de torture, de pillage, destruction de biens, etc. C'était bien la nature des crimes commis par les Séléka? C'était bien cela. Je voudrais vous montrer un document qui est dans le classeur du bureau du procureur. C'est un document confidentiel. Il est à l'onglet 1. Et la référence est CAR OTP 0080 0802. Il va bientôt s'afficher à l'écran. Et je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de lignes, mais d'abord la ligne 1, où on parle d'éléments Séléka qui auraient capturé des anti-Balaka, qui en auraient tué certains et enfermé d'autres. À la ligne 2, le même jour, on parle d'une prise d'otage de 30 personnes. Si on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. À la ligne 5. On parle de Séléka qui auraient brûlé des maisons en enfermant les habitants à l'intérieur, qui auraient brûlé des lieux de culte et tué un grand nombre de chrétiens. La ligne 6, on parle d'exactions à Grimari. Et à la page 0805, à la ligne 16,
on parle de Séléka qui aurait tué plusieurs personnes à Batangafo. Est-ce que vous aviez entendu parler de ces événements à l'époque? Déjà, d'une manière générale, les Séléka se retirant et ayant perdu le pouvoir par la démission de Michel Dotodia, ont commis beaucoup d'exactions. Et donc, cette fiche de renseignement, on énumère quelques-unes. Merci. Je voudrais vous montrer un autre document qui est dans le classeur de la défense, à l'onglet 66, et dont la référence est CAR OTP 20879328. Et j'attends qu'il s'affiche. Voilà, vous le voyez, madame, c'est un courrier signé par le Premier ministre Nzapayeke et qui est daté du 5 mars 2014. Et à la deuxième page, on parle d'exactions commises le 20 janvier, de meurtres, de pillages, de maisons brûlées. Et encore le 25 janvier, des villages pris d'assaut. Et bon, on peut regarder la page d'après encore, où on mentionne encore plus d'exactions. Le 10 février, le 15 février. Et on mentionne que les populations sont restées sans protection, pendant que les éléments de la Séléka intensifient leurs exactions. Alors, pardon, c'était un long préambule, mais je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce courrier du Premier ministre Nzapayeke à l'époque? Oui, j'en ai été ampliataire. J'ai eu connaissance de ce document. Bon, et les deux documents que je vous ai montrés mentionnent des incidents spécifiques, mais est-ce qu'à l'époque, vous avez été informé d'autres exactions, d'exactions similaires? Certainement. On avait des rapports de sécurité régulièrement. Donc, ça fait partie des éléments qui ont été mis à notre disposition. Merci. Au début 2014, quand vous arrivez au pouvoir, est-ce que les Séléka sont encore facilement identifiables à leur apparence? Comment on peut reconnaître les Séléka? Généralement, c'est des populations musulmanes avec des caractéristiques types. Donc, on arrive à les reconnaître. Effilés, fins, des cheveux légèrement frisés, etc. On les reconnaît. Est-ce qu'ils étaient habillés d'une façon particulière? Est-ce qu'ils avaient des signes distinctifs, des couvre-chefs? Pour la plupart, ils étaient habillés en tenue militaire, puisqu'ils faisaient partie de l'armée de Michel Dotodia. Donc, ils ont été beaucoup intégrés
dans les FACA, puisqu'on a eu à peu près, je ne sais pas si c'est 3 000 ou 4 000 personnes qui ont été intégrées. Donc, ils avaient les tenues militaires et puis sur leur tête, certains étaient enturbanés, d'autres pas. D'autres avaient des bérets, des casquettes. Donc, voilà. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait aussi eu habillés en tenue civile à l'époque, hein? Je parle après, une fois qu'ils n'étaient plus au pouvoir, une fois qu'ils étaient en train de fuir ou de commettre des exactions ici en janvier, février, mars 2014. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait eu une proportion en habits civils? Oui, tout à fait. Certains étaient habillés en civil pour ne pas être repérés et ne pas subir les représailles ou des populations ou des anti-Balaka. Donc, ils étaient également en civil. Est-ce qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé au pouvoir et que vous avez réalisé l'ampleur des exactions qui étaient toujours commises par la Séléka, est-ce que vous avez pu faire cesser ou du moins faire diminuer ces exactions? Les forces pouvant faire diminuer l'insécurité dans une ville ou dans un pays, ce sont les forces de défense et de sécurité, les forces armées centrafricaines. Et je pense que depuis qu'on est là, nous avons relevé que les forces armées avaient disparu pratiquement, que les forces de défense et de sécurité étaient en déliquescence et que c'était les forces internationales qui essayaient d'assumer un peu la défense, la sécurité et la protection des populations. Au regard du nombre des éléments des forces internationales, elles ne pouvaient pas être partout et donc ne pouvaient pas assurer la protection des populations, des civils et assurer la défense du pays. Donc, est-ce que je comprends de votre réponse que vous tirez en fait un constat d'échec de vos capacités à empêcher les crimes des Séléka à l'époque? Oui, les crimes des Séléka comme les crimes des anti-Balaka. Je vous remercie. Je vais continuer dans la même veine, mais sur un sujet légèrement différent. Vous avez expliqué, enfin vous venez de le dire, mais vous l'aviez aussi expliqué mardi, qu'au moment de votre élection comme présidente de transition, il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus d'administration, plus d'économie, et qu'en fait c'était le chaos total. Et donc, je voudrais qu'on discute ici de tous les acteurs de ce chaos. Alors, on vient de parler des Séléka, qui sévissaient toujours. Il y a bien sûr les anti-Balaka, et je vais y venir sous peu. Mais avant, je voudrais parler des autres groupes armés. Alors, Madame Samba Panza, vous êtes d'accord qu'il y avait en 2014 beaucoup d'autres groupes armés qui étaient en activité à l'époque? Il y avait dans le nord et le nord-est, il faut compter à peu près une quinzaine de groupes armés qui se sont donc associés et qui ont formé la Séléka, c'est-à-dire l'Alliance. Et donc tous ces groupes armés divers dans le nord et dans le nord-est se sont alliés avec les Séléka et donc ont formé une force de la Séléka. Évidemment, il y a les anti-Balaka. Et puis, il y avait quelques autres groupes armés
la PRD, le groupe armé de Sayo, Abdoulaye Miskin, etc. Voilà, donc on a quelques groupes armés, effectivement, en dehors de la Séléka et des Anti-Balaka qui existaient. Le président, il y avait un petit problème technique, mais je pense que nous vous avons entendu malgré tout. Il y avait plusieurs groupes et Madame Samba Panza, vous avez mentionné également certains groupes spécifiques. Merci. Indeed. Maître Prou, je pense qu'effectivement, nous avons entendu l'essentiel de la réponse. De toute façon, je vais poursuivre. Le président, oui, c'est ce que je pense aussi. Madame, je voudrais vous montrer le document qui est à l'onglet 29 dans le classeur du bureau du procureur. CAR OTP 2087 9029. Et j'aimerais qu'on regarde à la page, la deuxième page. Où on voit le titre « Groupes armés ». On peut descendre, s'il vous plaît. Le président, oui. On peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. On voit les anti-Balaka. Et en descendant, on voit RJ, Révolution Justice, vous en avez parlé. On voit le MLCJ d'Abakar Sabonné. On voit l'UFR. Et à la page suivante, on voit l'UFR fondamental et le FDPC. Donc ça fait 7 groupes armés au total et vous avez mentionné vous-même, même si je crois que ça n'a pas été capturé dans la transcription, vous avez mentionné la PRD. Vous vous souvenez de tous ces groupes armés? Oui, j'interagissais avec les uns et les autres quand je recevais les forces vives de la nation. C'est des groupes qui étaient donc associés au dialogue, aux échanges que j'avais. FDPC, c'est Abdoulaye Miskin. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Les UFR fondamentales, etc. et tout, c'est des petits partis, des démembrements de certains partis. En remontant plus haut, j'ai parlé du groupe j'ai cité un nom tout à l'heure. Donc, j'avais cité trois groupes. Mais l'APRD n'apparaît pas ici, mais l'APRD était un groupe armé aussi, qui était sur le terrain. Est-ce qu'il y en avait d'autres à l'époque ou est-ce que c'est à peu près tout? C'est à peu près tout parce que cet état-là que vous me montrez avec des chiffres dessus, c'est la liste de toutes les forces vives impliquées dans la crise centrafricaine et qui devaient prendre part au forum de Brazzaville. Donc on les a listées et on ne voulait laisser personne sur le quai et donc on a bien fait le tour, en tout cas des plus importants, de ceux qui pouvaient avoir une incidence sur le processus de paix.
Je vous remercie. Je voudrais vous montrer un autre document qui est dans le classeur de la Défense, à l'onglet 74, car OTP 2101 2000. Et je pense qu'il va s'afficher sous peu. Il s'agit d'une liste des groupes armés pour les discussions avec le gouvernement. Et elle date d'un peu plus tard, elle est d'avril 2015. Mais peut-être si Madame la greffière peut passer doucement les pages, vous allez voir qu'on dénote 11 groupes armés. Peut-être on peut juste faire défiler pour que Madame puisse lire. On peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Et encore à la page suivante. Et la dernière page, s'il vous plaît. Voilà, Madame, je pense que vous avez pu lire les noms des 11 groupes armés qui sont énumérés sur cette liste. Alors, on en avait 7 qui étaient énumérés pour le Forum de Brazzaville. Moins d'un an plus tard, on en a 11. Est-ce que je comprends bien qu'à l'époque, les groupes armés étaient en essor? Ils se multipliaient. C'est des petits groupes qui dépendent d'autres. Quand je prends le groupe armé de Dafan, il était à Brazzaville en tant que Seleka. Quand je prends Abdelkader Khalil, UFDR, il faisait partie de la Seleka. Mais par la suite, pour diverses raisons, ils se sont détachés d'autres. Je vois UFR. UFR, c'est le parti de Dotodia. C'est Dotodia qui est devenu le responsable d'UFR par la suite, au début. Et UFR était à la tête de la Seleka. Donc, il y a beaucoup de petits groupes qui se sont détachés de la Seleka. Il y a les Seleka chrétiens qui se sont détachés du gros groupe Seleka. Donc, ce sont des petits groupes qui se sont détachés des groupes qu'on avait vus à l'époque. Mais bon, ils existent. On est obligé de faire appel. Mais c'est tous ces Seleka. Je vous disais que j'avais vu, quand j'étais maire, un général Seleka qui m'a aidé à récupérer mon véhicule de maire. Ce général, c'est Abdelkader Khalil. C'est Seleka. Celui-là, UFDR, c'était Seleka. Donc, c'est des petits groupes qui se sont détachés pour diverses raisons ou pour des questions de mésentente ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment les mêmes grands groupes. On peut retirer le document, merci. Madame, quelles étaient les activités de ces groupes armés? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'un groupe armé fait? Un groupe armé sur le terrain, avec des hommes armés. Ils essayent donc de défendre une idéologie s'ils en ont,
mais beaucoup plus de défendre leurs intérêts, n'ayant pas les moyens propres pour exister et pour vivre. Ils font quoi? Ils attaquent, ils pillent, ils volent. Ils ont des soutiens au niveau des communautés ou à l'international. Voilà ce que fait un groupe armé. Et est-ce que tous ces groupes armés avaient leurs propres signes distinctifs? Comment est-ce qu'on pouvait les reconnaître, les distinguer les uns des autres? Ils n'avaient pas de signes distinctifs. C'est des groupes armés, pour la plupart, ils étaient habillés en tenue militaire ou quelque chose comme ça. Ils n'avaient pas de signes distinctifs en tant que tels. Donc, Madame, juste pour donner une idée à la Chambre, vous étiez présidente et donc vous aviez à gérer les exactions commises par entre 7 et 11 groupes armés qu'on ne pouvait pas distinguer entre eux. Est-ce que c'est un bon résumé? Oui, mais chacun avait un secteur où on savait que dans ce secteur, c'était tel, dans ce secteur, c'était tel. Chacun avait son secteur. Madame Samba Panza, tout à l'heure, vous nous avez confirmé que la population chrétienne était très en colère face aux exactions commises par la Seleka. Est-ce que j'ai raison de dire que cette colère s'est manifestée par des violences commises par la population civile chrétienne contre les civils musulmans et vice-versa? Je ne partage pas la terminologie population chrétienne. Parler de population musulmane et de population non musulmane. Parce que dans la population qui n'est pas musulmane, on a des animistes, on a des chrétiens, on a tout ce que vous voulez, d'autres types membres de la population. Il n'y a pas une scissure chrétien et musulman. Là-dedans, vous avez beaucoup d'animistes en République centrafricaine. La population musulmane à l'époque représentait à peu près 15%. La population chrétienne, peut-être 70 ou 80%. Et tout le reste, c'était d'autres populations avec des croyances religieuses particulières. J'aimerais qu'on revienne à l'onglet 1 dans le classeur du bureau du procureur. C'est un document confidentiel, car OTP 0080-0802. Et qu'on aille, s'il vous plaît, à la deuxième page, à la ligne numéro 3. À la ligne 3, vous voyez, madame, qu'on fait état d'un jeune musulman qui serait allé jeter une grenade dans une église. Pour venger la mort d'un jeune musulman. Et je voudrais aussi vous montrer la ligne 10, qui est à la page suivante. Où on parle de 2 musulmans qui auraient tué une femme et un homme qui tentait de la sauver. Et que par la suite, les chrétiens sont revenus en grand nombre et ont tué sur place les 2 musulmans. Vous êtes d'accord, madame, que ces informations, si elles sont vraies, démontrent des violences des populations civiles chrétiennes et musulmanes l'une contre l'autre? Si vous tenez à votre expression de population chrétienne, ok, mais des populations non musulmanes et des populations musulmanes, c'est ce que moi j'ai toujours pensé.
parce que la crise que nous avons connue n'était pas une crise confessionnelle, même si elle opposait des gens d'origine avec une comment dire, religion musulmane et d'autres populations civiles. Mais la population civile a souffert de ces exactions. Les exactions qui sont relatées ont été documentées. Donc ça existe, ça s'est bien passé, ça a été documenté. Et je confirme que les populations civiles non musulmanes étaient remontées contre les éléments de la Séléka. On peut retirer le document, merci. Je vais vous montrer une photo. Elle est dans le classeur de la défense à l'onglet 48. CAR OTP 2061 4510. Alors, il y a un témoin qui est venu récemment témoigner et qui nous a expliqué que sur cette photo, on peut voir un civil qui s'adonne à du pillage autour de Miskine. Et pour la chambre, je fais référence au témoin P1576. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez eu connaissance à l'époque que des civils pillent et détruisent des biens qui appartenaient aux musulmans? Tout à fait. Il y a beaucoup de biens, j'ai eu beaucoup de questions de biens privés, de mosquées, de musulmans, des attaques des mosquées au nom des musulmans. Hier, Le président, Madame Samba Panza, il y a un problème technique. Nous avons déjà eu cela le premier jour, mais pas le deuxième jour. Il faut attendre que la connexion soit rétablie. J'ai l'impression que ça va mieux maintenant. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre réponse? je confirme qu'il y a eu beaucoup de pillages et d'attaques de biens de musulmans par la population civile et jeune désœuvrés notamment. Et donc les attaques des propriétés privées, les attaques des établissements publics, des écoles, des mosquées, des musulmans, il y a eu cela, je le confirme. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire un plan un peu plus rapproché sur le char qu'on peut voir sur l'image à la droite? Alors, madame, je ne sais pas si vous pouvez voir, sur l'image, on voit un char qui semble être de la Sangaris, parce qu'on voit deux soldats à la peau blanche. Et donc, ces soldats assistent aux scènes de pillage et semblent rester inactifs. Alors, est-ce que c'était commun à votre connaissance que les Sangaris restent passifs face à certaines exactions? Monsieur le juge, compte tenu de l'ampleur des pillages et des faits qui se déroulaient en ce moment-là, si les éléments de la Sangaris doivent descendre de leur char pour aller protéger ou arrêter des pilleurs, ça allait être compliqué. Je pense que le plus important, c'était la protection des personnes, des populations. Et donc, vu l'ampleur de tout cela, comment voulez-vous que les Sangaris ou autres forces internationales puissent arrêter des jeunes pilleurs? C'était difficile. Donc, madame, est-ce que je peux résumer votre réponse en disant que
même la Sangaris, hein, avec tous leurs moyens, avec leur équipement militaire, avec leurs armes, leurs munitions, leurs structures, même eux étaient incapables de faire cesser les exactions. C'est exact? Il leur a été difficile de faire cesser. Le président, Madame Struyven, trop tard. Madame Struyven, je pense que c'est une mauvaise interprétation de ce que la témoin a dit. Le président, effectivement, il serait bon que vous tiriez cela au clair, mais enfin, nous avons une réponse. Effectivement, vous parliez de la façon dont on pouvait contenir les pillages et vous pourriez peut-être poser une deuxième question si ce comportement s'étend à d'autres comportements. Maître Proulx, merci pour vos conseils, Monsieur le Président. Madame Samba Panza, alors on avait parlé du pillage. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que les Sangaris n'étaient pas en mesure d'arrêter les pillages. À votre connaissance, est-ce que les Sangaris étaient en mesure, avec tous leurs moyens, d'empêcher d'autres exactions? Est-ce qu'ils ont réussi à empêcher d'autres exactions? Je souris à votre question parce que les exactions ont continué sur plusieurs années. En 2014, en 2015, jusqu'à fin 2015, les exactions ont continué, non seulement en présence des Sangaris, mais également en présence des forces des Nations Unies, des forces de l'Union africaine, de la CEAC, etc. Le nombre de soldats mis à la disposition n'était pas suffisant pour être partout. Mais ces forces internationales ont fait tout ce qui était en leurs moyens pour essayer d'arrêter les exactions en faisant du désarmement, ce qui a posé des problèmes d'ailleurs avec les Séléka quand ils ont essayé de désarmer. Il y a eu avec les anti-Balaka quand ils ont essayé de désarmer par leur intervention auprès des populations. Ils ont été dans les zones les plus chaudes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais nous étions dans une situation de chaos. On peut retirer la photo, merci. Bon, j'en viens finalement aux anti-Balaka, madame. Il y a plusieurs témoins qui sont venus témoigner dans les 2 dernières années et demie et qui nous ont fait état qu'après le 5 décembre 2013, les anti-Balaka sont devenus très populaires dans la population. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est pour ça que M. Ngaïsona demande qu'il y ait une reconnaissance nationale des patriotes anti-Balaka qui ont sauvé le pays. Et donc, on avait une forte majorité de population qui les prenait pour des héros et ne voyait pas les exactions qui étaient commises en représailles des exactions de la Séléka. Du fait de cette grande popularité, est-ce que c'est exact qu'il y a eu beaucoup de personnes civiles ont commencé à se dire eux-mêmes anti-Balaka, à prétendre qu'ils étaient eux aussi des anti-Balaka? Je ne peux pas vous dire cela, que les gens se considèrent anti-Balaka ou se déclarent être anti-Balaka à la suite de ce sentiment largement partagé. Je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de fracas ont gagné les rangs des anti-Balaka, en sont devenus les principaux chefs et responsables et les organiser donc de mieux en mieux au niveau des localités, des comzones, etc. Mais que les gens veuillent se déclarer comme ça par fierté anti-Balaka, bon,
Je sais également que beaucoup de jeunes ont regagné les rangs des anti-Balaka. M. Ngaïsona lui-même s'en est plaint, M. Kokate lui-même s'en est plaint, qu'ils ont été débordés par des gens qui venaient regagner les rangs des anti-Balaka. Mais pourquoi? Vous avez vu un exemple. Et puis, ils arrivent à voir un certain nombre de choses. Ils détruisent les maisons, ils ont des revenus de cette manière également. Donc, ceux qui voulaient avoir les moyens faciles devenaient anti-Balaka. Mais ça posait des problèmes aux responsables des anti-Balaka eux-mêmes en tant que tels. Vous venez de faire référence à cette infiltration de bandits, de voyous, de gens oisifs qui causaient des problèmes. Et vous en aviez d'ailleurs parlé aussi mardi. Est-ce que c'est ce qu'on appelait à l'époque les faux anti-Balaka? Je pense que c'est M. Ngaïsona qui a utilisé cette terminologie de faux anti-Balaka. Dans votre déclaration, je fais référence à l'onglet 32 dans le classeur de la Chambre. CAROTP 2107 1070 et en particulier à la page 1093. Vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur que les vrais anti-Balaka portaient des amulettes ou des machettes au cou, mais il y en a qui sont des gens normaux, des jeunes normaux, et on ne peut pas les identifier. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit? Je le confirme. Donc, je voudrais récapituler un petit peu. Dans les premiers mois de votre présidence, vous êtes devant une situation où des exactions de toutes sortes sont commises par des Séléka, certains anti-Balaka, des membres de plusieurs autres groupes armés qui n'ont pas vraiment de signe distinctif, des crimes commis par des civils non musulmans, des civils musulmans aussi. Donc, est-ce que je comprends bien, madame, que ce n'est pas toujours possible d'identifier les auteurs véritables des exactions? Tout à fait. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à la Cour pénale internationale, compte tenu de ce que j'avais pas une structure policière, militaire, judiciaire en mesure d'identifier les responsables des actes les plus graves commis en masse, surtout commis en masse. Je me suis retournée donc vers la communauté internationale à travers la Cour pénale internationale pour qu'ils viennent essayer donc de nous aider à lutter contre l'impunité, à identifier donc les crimes les plus graves qui sont commis et à essayer d'identifier les auteurs de ces crimes-là et de les poursuivre. Ça a été la raison de ma saisine de la Cour pénale internationale. À l'époque, madame, dans le feu de l'action, est-ce que c'est possible à votre connaissance que certaines exactions aient pu être attribuées à tort à un groupe ou à un autre? Généralement, le contexte dans lequel ces crimes étaient commis, c'était dans des zones bien précises, dans des contextes bien précis, en face de certains témoins, et il y avait beaucoup de chances que les personnes à qui c'était
attribués ont bien eu à mener ces exactions. En fonction des localités, en fonction des moments, du contexte sécuritaire et politique, on les attribuait généralement à ceux qui les avaient commis. Est-ce que j'ai raison, madame, de penser que beaucoup des auteurs des exactions, sans égard à leur statut, hein, qu'ils aient fait partie d'un groupe ou qu'ils aient été civils, peu importe, c'est possible qu'ils ont tiré profit du chaos qui régnait et de l'absence des autorités étatiques pour commettre des méfaits par pur opportunisme? Je suis d'accord avec vous, tout à fait, c'est possible. Alors, madame, quand vous dites, et vous y avez fait référence 2 fois mardi, quand vous dites qu'il fallait protéger les civils musulmans des anti-balaka, est-ce que j'ai raison de penser qu'il fallait aussi protéger les civils musulmans contre d'autres groupes armés, contre les faux anti-balaka, contre les civils qui étaient en colère et contre les opportunistes? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Et j'ai une dernière question sur ce sujet avant de passer à autre chose. Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'une grande partie des exactions commises n'avaient pas vraiment de lien avec le conflit armé en tant que tel, hein, mais c'était des exactions commises pour des motifs personnels, par exemple un désir d'enrichissement ou vouloir faire une vengeance personnelle, et que ces exactions sont souvent liées au manque d'éducation et à la grande pauvreté qui sévit en Centrafrique? Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que les exactions étaient liées à la crise. Les Centrafricains lambda, dans sa grande pauvreté, ne s'est pas levé comme ça pour aller tuer ou des musulmans ou des chrétiens. C'est lié à la crise, au contexte de cette crise. C'est lié à cela. Je vais passer à un autre sujet, madame. Je voudrais parler de vos rencontres avec les anti-balaka. Alors, mardi, dans la transcription T249, à la page 43, vous avez dit que ce n'est qu'à partir de votre arrivée à la présidence que vous avez commencé à recevoir des éléments d'information sur les anti-balaka, sur leur origine, leur organisation, etc. Alors, est-ce que je comprends bien, Madame Samba Panza, que lors de votre première rencontre avec les anti-balaka, tout de suite après votre élection, vous ne saviez pas grand-chose de leur organisation? Absolument. Jusqu'à ce que j'arrive vraiment à la tête de l'État, je ne savais pas grand-chose de l'organisation des anti-balaka. Je savais ce que tout le monde, le commun de mortels, savait, mais j'avais pas d'informations vraiment en tant que telle sur leur origine, sur leur organisation, sur leur structuration. Mais dès que je suis arrivée à la présidence, évidemment, en tant que chef d'État, j'avais besoin d'avoir un certain nombre d'éléments de compréhension. Et donc, on a mis à ma disposition des éléments plus détaillés, plus consistants sur le mouvement. Alors, vous avez eu cette première réunion en janvier, tout de suite après votre élection.
Vous en avez eu une autre tout de suite après votre inauguration. Et est-ce que j'ai raison de dire qu'après ces 2 réunions initiales, vous n'avez plus rencontré M. Ngaïsona jusqu'au mois d'avril, hein, avant la préparation du Forum de Brazzaville? Je ne peux pas vous confirmer cela, qu'entre janvier et avril, il n'y ait pas eu de rencontre. Je ne peux pas vous le confirmer. Certainement qu'il y a eu des rencontres, mais je ne peux pas vous le confirmer. Mardi, à la page 30 dans la transcription en real time, vous avez dit que lors de la rencontre au palais, hein, celle pour laquelle il existe un compte-rendu, il vous a semblé que la délégation était conduite par Kokaté. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné cette impression que c'était Kokaté qui conduisait la délégation? Ce n'était pas une impression. C'est M. Kokaté qui conduisait la délégation. Quelques jours avant, il y a eu un communiqué des anti-Balaka donnant la composition des responsables anti-Balaka avec comme coordonnateur Ngaïsona, porte-parole, je ne sais pas si c'est Kokaté, il y avait Bara, il y avait Konaté, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient membres donc de la coordination anti-Balaka. Donc j'ai reçu ces documents et comme Ngaïsona n'était pas là, pour moi c'est Kokaté qui pouvait assumer donc la délégation. Voilà. J'ai un communiqué du 23 janvier 2014 où M. Ngaïsona disait que sur toute l'étendue du territoire, avons décidé de jumeler nos forces sur la condition unique qui se présente comme suit. Coordonnateur général Ngaïsona, coordonnateur politique, porte-parole Bara, coordonnateur militaire Joachim Kokaté, chef d'état-major Kamouzoulaye, chef d'état-major des opérations Konaté, conseillère Madame Déboulé. Donc, M. Ngaïsona n'étant pas là, évidemment pour moi, c'est la troisième personnalité sur le rang protocolaire qui conduisait donc la délégation. Juge président, si vous me le permettez, Maître Proulx, peut-être pouvons-nous revenir à l'onglet 9, CARETP 2087, 92, 89. Même nom et même position que la témoin, Madame Samba-Panza, vient d'énumérer, de lire. Et ça s'appelle communiqué conjoint. Avez-vous reçu ce document? C'est bien ce document-là dont vous parlez, hein? Ok. Thank you. Très bien, merci beaucoup. Maître Proulx, je vous en prie, je voulais juste préciser les choses parce que je ne sais pas si vous l'aviez vraiment. Évidemment, vous l'avez, oui, bien sûr. Madame, j'ai juste un aparté. Je vois que vous feuilletez les documents pendant que je vous pose les questions. Non, pas pendant que vous me posez les questions, non. Vous avez posé une question, je voulais vous répondre et donc je voulais être sûr mais j'ai les documents sous la main si j'en ai besoin, je les feuillette. Président, Maître Proulx, je comprends. Bon, vous en faites pas grand cas, mais enfin vous le mentionnez, très bien. Nous avons ici un témoin qui a assumé un poste politique de la plus haute importance et nous parlons d'une période d'1 an, peut-être un peu plus même, alors qu'elle était en poste. Et à ce poste, elle avait
elle a tellement de documents, etc., qu'on peut lui laisser la possibilité de les feuilleter. Et en plus, ça aide à l'interrogatoire. Donc, c'est ça l'idée. Ce témoin, bien évidemment, ou de toute évidence en tout cas, a une excellente mémoire, mais bien entendu, ce n'est pas une encyclopédie. Donc, on peut lui permettre de feuilleter ses documents si besoin. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Maître Proulx, alors, si vous me le permettez au fin du dossier, je dirais que mon inquiétude, c'est que si elle regarde les documents avant de répondre, ça réduit totalement la spontanéité de son témoignage. Et j'ai les références, donc si j'ai besoin qu'elle feuillette quoi que ce soit, je peux lui dire aussi. Juge président, certes. Madame Samba Panza, les questions que l'on va vous poser, je vous demanderai de répondre de mémoire, spontanément. Et nous vous renverrons vers les documents dont vous auriez besoin pour que vous puissiez les feuilleter éventuellement. Merci. Maître Proulx, je vous en prie. Avec votre permission, Monsieur le Président. Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne... J'ai quand même des documents sous la main pour au cas où j'en aurais besoin. Et quand l'avocat de la défense a parlé de cela, je l'avais sous la main, je l'ai sorti. Mais je ne fais pas mes documents avant de répondre. C'est vraiment spontané. Et la preuve, c'est que des fois, je dis que j'ai des problèmes de mémoire et que je ne m'en souviens pas. Président. Merci, Madame Samba Panza. Nous l'apprécions grandement. Merci. Maître Proulx, je vous en prie. Je voudrais vous montrer un document, Madame, qui est dans le classeur de la Chambre, à l'onglet 57. La référence est CAR OTP 2084 0146. Il va s'afficher sous peu, Madame, mais entre-temps, c'est un communiqué de presse daté du 21 janvier 2014 qui est en fait une lettre de félicitations à votre endroit pour votre élection. Est-ce que vous aviez eu connaissance de ce communiqué de presse à l'époque? Oui, j'en ai eu connaissance. Madame, le document donc vous félicite, se réjouit de votre élection. Et au dernier paragraphe, on exprime la disponibilité à œuvrer à vos côtés pour un retour à la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le contenu de ce communiqué est conforme à ce que M. Ngaïsona vous a dit en personne lors de votre première rencontre? Oui, c'est un document avec un esprit très positif. Donc, pour la crise que nous traversions à l'époque. Et donc, vous êtes d'accord que le premier contact avec M. Ngaïsona, sans égard à ce qui est advenu plus tard, mais le premier contact était positif? Oui, les premiers contacts avec les anti-Balaka à mon domicile, même si, comme je le disais, il y a des termes qui ont été très durs, ce qui est normal, les gens étaient dans leur position, mais c'était positif. Je n'ai pas regretté d'avoir initié cette rencontre avec les anti-Balaka. Je vous remercie. Je voudrais parler très brièvement, parce que vous en avez parlé en long et en large les 2 derniers jours. J'ai juste une question
sur les vœux de poste que certains leaders anti-Balaka vous ont envoyés. Alors, vous avez expliqué que M. Ngaïsona avait demandé d'être nommé à l'NRK ou à la SOCAPS ou alors directeur du DDR, mais bon, pour plusieurs raisons dont vous avez fait état, vous n'avez pas pu accéder à ces demandes. Alors, ma question est, après avoir dit à M. Ngaïsona qu'il ne pouvait pas avoir ces postes-là, est-ce que vous lui avez fait une contre-proposition dans le cadre du dialogue qui était amorcé, dans le cadre de votre main tendue? Est-ce que vous avez fait une contre-proposition? J'avais les mains liées par le résultat de l'enquête de moralité qui avait été menée auprès de la justice et qui m'a donné donc une position. J'avais les mains liées et je ne pouvais donc pas lui faire une contre-proposition. Merci. Ça m'amène à discuter un petit peu plus en détail de l'origine et de l'organisation des anti-Balaka. Alors, dans votre déclaration, plus précisément à l'onglet 20 dans le classeur de la Chambre et à la page... attendez une minute. Alors, la référence est CAR OTP 2107 0732 et je fais référence plus particulièrement à la page 0744. Vous avez expliqué aux enquêteurs du bureau du procureur que les anti-Balaka ne sont pas structurés avec un commandement uni. C'est une myriade de mouvements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de mouvement au pluriel anti-Balaka. Vous pouvez retirer le document. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit aux enquêteurs? Oui, je l'ai dit parce qu'au début, oui, l'arrivée des anti-Balaka sur la scène nationale, c'était des mouvements dans chaque préfecture ou sous-préfecture de jeunes qui étaient là, qui avaient donc diverses raisons de se réunir, soit pour lutter contre les Araguina, soit pour lutter contre les Peuls. C'était donc différents mouvements. C'est par la suite qu'il y a eu une tentative de structuration par la suite. Mais au début, non. Les anti-Balaka étaient des mouvements éparpillés divers. Encore sur ce sujet, vous avez poursuivi avec les enquêteurs du bureau du procureur, et je fais référence au document à l'onglet 23 dans le classeur de la Chambre, CAR OTP 2107 0819. Et plus spécifiquement, il y a 3 pages qui sont pertinentes, 0835, 0836 et 0837. Alors, à ces pages, on vous a demandé si les anti-Balaka avaient une ligne hiérarchique entre les différents leaders et les différents groupes. Et vous avez répondu qu'il n'était pas structuré, que c'était un mouvement spontané et que vous ne saviez pas comment ils ont décidé de créer la coordination. Vous avez ajouté que vous ne perceviez pas de hiérarchie et qu'il n'y avait pas de point focal anti-Balaka. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, ce sont des explications que je donnais et au moment où j'avais
ma position d'information sur les anti-Balaka. Well, if Je I me may, posais donc... Président, si vous me le permettez, Oui, oui, monsieur le juge. Président. Alors, de fait, la cote était exacte. CAR OTP 2107 0819 jusqu'à 0836. Et c'était les lignes correspondantes. Et sur la même page, Madame Samba Panza, je fais référence à présent à 601 602. Vous dites... c'était lui, le coordinateur, qui venait avec ces éléments, et puis c'est tout. Et puis, la question suivante, c'était, et vous pensez que ces personnes-là répondaient de lui ou pas? Et vous répondez oui. Donc, c'est sur la même page et ça semble un petit peu contradictoire, dois-je dire. Donc, pourriez-vous nous en dire davantage? Est-ce que ce que vous avez dit à l'époque est exact? Je pense que je me situais dans le temps, dans l'évolution des anti-Balaka. Je pense que je me situais dans le temps et peut-être que le temps du verbe que j'ai utilisé ne correspondait pas. Peut-être que... Mais moi, je disais, c'était des mouvements épars, divers, qui n'étaient pas coordonnés. Mais par la suite, j'ai accepté et j'ai dit que c'est M. Messona qui coordonnait ça et que quand je le rencontrais, il venait avec une équipe et que je n'avais pas connaissance de leur organisation interne. C'est ce que j'ai voulu dire. Président. Madame Samba Panza, encore une fois, petit problème de connexion. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre dernière réponse, s'il vous plaît? Merci beaucoup et pardon pour cela. Monsieur le Président, je disais que quand je répondais à ces questions, je me situais dans le temps, dans la chronologie de mes informations sur les anti-Balaka, leur constitution, leur organisation. Donc, je disais qu'ils n'étaient pas organisés, qu'ils étaient donc des mouvements qui venaient de partout. Mais par la suite, quand on est arrivé au niveau maintenant de la coordination des anti-Balaka, j'ai reconnu que c'était M. Ngaïsona qui était le coordonnateur. Et quand il arrivait, il venait avec quelques éléments, mais que j'avais pas d'éléments sur leur structuration, les informations réelles sur leur organisation interne. C'est ce que j'ai voulu dire. Président, merci. Maître Proulx, je vous en prie, poursuivez. Hier, vous avez dit qu'à la première réunion, M. Ngaïsona ne s'était pas encore présenté comme coordonnateur. Et bien sûr, vous avez aussi dit qu'à la deuxième réunion, c'est Kokaté qui conduisait la délégation. Et à la suite de ça, je voudrais vous montrer une vidéo. Enfin, vous l'avez vue hier, mais je voudrais qu'on la remonte. Elle est très courte. Je pense qu'on peut le faire avant la pause. C'est dans le classeur de la Chambre, au document 39, car OTP 2023 1599. La transcription est au document 40 2107 1502. Et peut-être un signe des interprètes pour me dire si vous êtes prêts.
I think so. We are ready now. Président, je pense qu'on est prêt maintenant. Allons-y. Cette réunion a pour but une large connaissance sur le fonctionnement de ce mouvement, sa revendication ainsi que son ambition. Les leaders des anti-Balaka ont, au cours de cette réunion, déploré la non-participation de l'un d'entre eux dans le gouvernement nouvellement formé. Selon l'un des leaders, M. Richard Béjoine, au sortir de la réunion, ils ont obtenu gain de cause car ils seront intégrés dans l'état-major des forces armées centrafricaines promis par le chef de l'État Catherine Samba-Panza. Madame, vous vous rappelez qu'on a vu ça hier. En regardant les images, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne voit pas M. Ngaïsona? Il n'était pas présent à cette réunion. Oui, c'est possible. Je sais pas, je n'ai pas regardé de manière précise, mais oui, c'est possible. Mais c'est une réunion qui fait suite à ses demandes, aux vœux qu'il a envoyés au gouvernement. Il a envoyé des vœux, il a envoyé des demandes, et donc il a envoyé les demandes avec le nom de Mboya, de Ngrémangou, de Fézouré, de Fékram, etc. Tout ça, donc ça fait... C'est la suite un peu de cela. Et j'ai donc, au cours de cette réunion, promis que ce qu'ils ont demandé dans la liste qu'ils m'ont envoyée, j'allais leur octroyer cela, et je l'ai fait. Juge président. Sur la vidéo, on voit M. Kokaté et on parle aussi d'un leader anti-Balaka du nom de Béjoine. Est-ce que vous reconnaissiez Béjoine comme un des leaders du mouvement? Je n'ai pas souvenance de son visage, de son nom. Ils étaient nombreux, donc je n'ai pas souvenance. Je vous remercie, madame. And I think this might be it. Et je pense que c'est l'heure, juge président. Effectivement, on va écouter cette suggestion et nous marquer une pause jusqu'à 11h30. Ok. 10h30.